Alors l'Afrique, quel potentiel incroyable, non? Des économies qui décollent, une jeunesse pleine d'énergie. Mais voilà, il y a un mais, un énorme mais, l'accès à l'électricité. C'est simple, sans ça, tout le reste, eh bien ça rame. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution qui pourrait bien tout changer. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe africain. D'un côté, on a des villes hyper modernes, des projets qui avancent à une vitesse folle, et puis de l'autre, on a d'immenses régions complètement dans le noir. C'est comme si on avait une voiture de course, mais pas d'essence. Cette étincelle, ce courant, c'est pourtant la base de tout. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle du problème, accrochez-vous bien. En 2011, on parlait de 599 millions de personnes sans électricité en Afrique subsaharienne. 599 millions, c'est quasiment le double de la population des États-Unis. Des millions de gens qui attendent tout simplement qu'on allume la lumière. Du coup, la grande question, c'est comment on fait? Comment on apporte l'électricité à tous ces gens? Et pas n'importe comment, il faut que ce soit intelligent, rapide, efficace. C'est justement ça qu'on va explorer. Ok, alors avant de parler de la solution miracle, il faut faire un petit détour. Pourquoi est-ce que les méthodes classiques, celles qu'on connaît, ne fonctionnent pas toujours? Il faut regarder ce qui coince. Alors, traditionnellement pour l'électrification, on a deux champions. D'un côté, le poids lourd. On étend le grand réseau national. Super pour les villes, c'est sûr. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient un gouffre financier. On parle de coûts qui peuvent monter jusqu'à 22 750 € par kilomètre. C'est juste dingue. Et de l'autre côté du ring, on a le poids plume, les petits systèmes solaires individuels. C'est sympa pour avoir une ampoule, mais on ne va pas faire tourner une usine avec ça. C'est beaucoup trop limité. Donc on a le trop grand et le trop petit. C'est un peu frustrant, non? Et s'il y avait une troisième voie, une sorte de solution intermédiaire qui prendrait le meilleur des deux mondes? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant. Voilà, c'est exactement ça. D'un côté, on a l'autoroute de l'électricité, immense, mais qui ne dessert pas les petits villages. De l'autre, on a des trottinettes électriques, bien, mais pas pour faire de longues distances. Ce qui manque, c'est tout le réseau de routes départementales en quelque sorte, celles qui vont partout. Et cette solution, ce sont les mini-réseaux. Pensez-y comme une solution juste à la bonne taille, ni trop grande, ni trop petite. C'est une électricité sur mesure, parfaitement adaptée à un village ou une petite communauté. Assez costaud pour faire tourner une école, un dispensaire, des petites entreprises, mais aussi assez souple pour s'installer là où le grand réseau n'ira jamais. Bon, mais un mini-réseau, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est assez simple. Imaginez une mini-centrale électrique d'une puissance qui va de 10 kW à 10 MW. Elle produit de l'électricité et la distribue à toute une communauté locale via son propre petit réseau de câbles. C'est complètement indépendant, une sorte d'îlot énergétique autonome. Et attention, on ne parle pas de science-fiction, la technologie, elle est là, elle est maîtrisée. Il y a des mini-réseaux qui tournent depuis les années 90 et qui fonctionnent encore parfaitement. Non, le vrai problème, il n'est pas technique. Le vrai blocage, il est financier. Cette citation résume tout parfaitement. Le financement privé, il est indispensable, mais les investisseurs, eux, voient encore ça comme un pari risqué, pas très rentable. Et on peut les comprendre, mettons-nous à leur place. La technologie est au point, l'argent est là, mais qui irait mettre des millions sur la table sans avoir la moindre garantie de revoir son argent un jour? C'est cette peur, ce risque qui gèle tout. Et la plus grande peur des investisseurs, elle se résume en une question toute simple. Que se passe-t-il le jour où le grand réseau national arrive? Imaginez le scénario. Un entrepreneur privé investit, construit son mini-réseau, ça marche super bien, et puis un jour, hop, le réseau national débarque. C'est ce qu'on appelle le risque d'arrivée du réseau. C'est vraiment le cauchemar de l'investisseur. C'est un peu comme si on ouvrait une super petite boulangerie dans un quartier et que du jour au lendemain, une énorme chaîne industrielle s'installait juste en face. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le grand réseau peut piquer tous les clients, l'investisseur n'est pas sûr d'être remboursé pour son matériel, des conflits éclatent, bref, comme on ne sait jamais où et quand le réseau national va s'étendre, c'est impossible de prévoir quoi que ce soit. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas la technologie, c'est le cadre, les règles du jeu. Pour que les investisseurs se lancent, il leur faut de la visibilité, de la sécurité. Il faut des règles claires. Et là, évidemment, c'est le rôle des gouvernements d'intervenir. Alors, que peuvent faire les États pour créer un climat de confiance? Il y a en gros 4 leviers essentiels. 1. Il faut que les mini-réseaux soient officiellement intégrés dans les plans d'électrification du pays. 2. Il faut permettre des tarifs qui couvrent les vrais coûts. 3. Simplifier au maximum les démarches administratives, les licences, tout ça. Et 4. Apporter un soutien financier avec des subventions bien pensées pour limiter les risques. Avec ça, on crée un environnement où les investisseurs ont envie de venir. Et quand on met tout ça en place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée un vrai cercle vertueux. Les clients, eux, ont enfin une électricité de qualité. Les opérateurs, eux, ont un business qui tient la route. Tout le monde est gagnant.
Et c'est comme ça qu'on pourra passer de quelques projets isolés à un vrai déploiement à grande échelle. Alors, ok. Imaginons que tout ça se mette en place, que ces règles claires soient adoptées partout. À quoi ressemblerait l'avenir énergétique de l'Afrique? Allez, on se projette un peu. Jetez un œil à cette carte. En 2014, on a recensé plus de 1100 générateurs diesel complètement en réseau. Chacun de ces points, c'est une source de pollution et ça coûte une fortune en carburant. On pourrait voir ça comme une carte des problèmes. Mais en fait, c'est une carte au trésor. Chaque générateur, c'est une occasion en or de faire mieux. On n'a même pas besoin de tout jeter. On peut les rendre hybrides. On garde le diesel en backup et on ajoute du solaire, de l'éolien. Et d'un coup, on a une énergie plus propre, plus fiable et surtout bien moins chère. On transforme le problème en solution. Parce qu'au fond, on ne parle pas juste de technique ou de finance, on parle de vie qui change. L'électricité, c'est ce qui permet à un enfant de faire ses devoirs le soir, c'est ce qui permet à un hôpital de conserver des vaccins au frais, c'est ce qui permet à un artisan de travailler plus tard et de développer son activité. C'est ça le véritable enjeu. Il est humain avant tout. Donc pour conclure, le message est assez clair. La technologie, on l'a, le potentiel, il est juste immense. Le seul vrai point d'interrogation, il est politique. Est-ce que les bonnes règles du jeu vont être mises en place pour débloquer tout ça? L'étincelle technique est là, prête à jaillir. Il ne manque plus que la volonté politique pour vraiment lancer la machine et éclairer l'avenir du continent.